Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi pour notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires, réalisé en partenariat avec Via Réseau et les télévisions locales de France, ainsi que la presse quotidienne régionale. Puis, deuxième partie de l'émission avec Territoire d'info. Et là, c'est l'invité politique qui sera présent sur ce plateau ce matin. Il s'agit de Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, en direct. Puis, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires que je vous présente dans un instant. À tout de suite. On l'entend partout, c'est une semaine caniculaire qui attend les Français selon Météo France. On le verra tout à l'heure d'ailleurs dans la météo des territoires. Le thermomètre devrait atteindre des records avec des températures avoisinant même les 42 degrés, notamment dans le Tarn. Et à Toulouse, hier déjà, les températures ont grimpé et les Toulousains se tenaient prêts pour la suite. Regardez ce reportage de Via Occitanie sur place. Les températures records la journée et la nuit. Le thermomètre ne descendra pas sous la barre des 25 degrés toute cette semaine. C'est dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne que les pointes à 42 degrés sont attendues. Alors ici, au lac de la Ramée, de nombreux Toulousains ont anticipé le choc. On est passé de froid à chaud direct et en plus quand on travaille, qu'on n'a pas forcément de piscine, de suite il va faire super chaud. Donc il va falloir rester au frais et trouver comme ici un peu des endroits pour se baigner ou se mettre au frais. Moi, quand c'est le canicule, je les ramène à la Ramée, on part à Montauban. Après, lorsqu'il fait vraiment chaud, moi je sors pas, je reste enfermée avec les filles, elles sont toutes petites, donc voilà. On ferme les volets tous les matins, on ferme bien, être dans le noir pour garder la chaleur. On met les ventilateurs, on étend du linge humide un peu aussi pour avoir un peu de frais dans la maison, quoi. On va acheter des glaces. Veillez donc à bien vous abriter de la chaleur et hydrater les plus vulnérables. Et retrouvez d'ailleurs les prévisions sur Via Occitanie avec Agathe Météo. Voilà, attention, tous les conseils concernant ces canicules sont sur tous les sites internet aujourd'hui de la presse quotidienne régionale. Suivez-les. Voilà, il ne s'agit pas d'Agatha Christie, c'est beaucoup plus dramatique que ça, suite aux inondations meurtrières d'octobre 2018 qui ont particulièrement touché le département de l'Aude. Une pollution à l'arsenic a été détectée dans le village de Latour et plus particulièrement la cour de l'école maternelle. Depuis, les parents ont fait faire des analyses par un laboratoire indépendant dont les résultats montrent que le taux d'arsenic est 2 fois supérieur au taux normal. Le point sur la situation avec Julie Darling pour Via Occitanie, justement. C'est l'histoire d'un village audois qui vit une nouvelle période sombre de son histoire. Lastour, commune située au-dessus de Carcassonne, est touchée par une pollution à l'arsenic, ici dans cette cour de l'école maternelle. En avril dernier, des analyses ont été réalisées sur les enfants. Le taux d'arsenic était de 450 microgrammes par gramme pour 3 d'entre eux. Nos enfants auraient pu clairement être en danger de mort dans cette école parce qu'à 750 microgrammes par gramme ingérés, pour un adulte de 70 kg, c'est la mort. L'arsenic proviendrait d'une ancienne mine d'or située juste à côté de l'école. Les inondations meurtrières d'octobre dernier n'ont rien arrangé. Donc ça veut dire que la pollution ne vient pas uniquement de cette inondation, mais vient aussi de l'air et de ce monticule d'arsenic pur qui est au-dessus de l'école de nos enfants et qui tous les jours descend. De nouvelles analyses doivent être refaites dans la cour d'école par des experts de l'Agence régionale de santé. Le seul élément dont on dispose aujourd'hui, c'est le résultat, je le redis encore une fois, de 3 enfants uniquement, sachant que sur ces 3 enfants, il y en a 2 qui ne sont pas scolarisés à l'école de Lastour. Donc l'exposition, il faut chercher une autre voie d'exposition que la cour de l'école de Lastour. Les parents d'élèves et le maire de Lastour attendent des gestes forts de la part de l'État, comme des travaux de réaménagement et l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Rendez-vous pris ce mardi à la préfecture de Carcassonne. Là aussi, c'est un peu dramatique. Ils reviennent de plus en plus nombreux chaque année. Les frelons asiatiques sont une préoccupation majeure pour les apiculteurs qui voient leur production de miel baisser, mais aussi pour la population. Alors, quelle solution pour s'en débarrasser? Regardez ce reportage de Flavio Lapiana de WEO TV, notre partenaire dans le Nord. Bruno est apiculteur amateur depuis 40 ans. Il vit sa passion à Montdidier au milieu du bourdonnement des abeilles, mais aussi depuis quelques années,
de celui des frelons asiatiques. Arrivé en France en 2004, cet insecte préoccupe les apiculteurs. Depuis plusieurs années, Bruno voit sa production de miel d'été se réduire considérablement. L'année dernière, on a été bien envahi, entre autres. Tous les jours au rucher, je venais avec ma raquette de Babilton en tuer. Mais bon, c'était dérisoire ce qu'on tuait. J'ai des pièges un peu partout de poser. On essaie de faire un maximum de pièges, ce qu'on appelle sélectifs. Je ne suis pas trop sûr au niveau du côté sélectif, mais on essaie d'en attraper un maximum. Là, il y a un papillon et 2 papillons quand même. Là, il y a quelques frelons. Plus loin dans la Somme, une commune prend aussi les choses en main. À Haï-sur-Noye, la municipalité a décidé de mener la lutte contre ce nuisible. Avec le groupement de défense sanitaire apicole de la Somme, le GDSA, ils ont disposé des pièges à frelons dans toute la ville, à des points stratégiques, près des cours d'eau par exemple ou encore dans les espaces verts. Objectif, contenir la prolifération. Ces insectes sans prédateurs naturels sont un danger potentiel pour la population et pour les abeilles. Mais leur élimination ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, les scientifiques ont des avis qui divergent un petit peu. Certains vont vous dire qu'il ne faut pas faire de piégeage au printemps parce que les reines vont entrer en compétition entre elles et se détruire. Ça, c'est peut-être vrai quand vous êtes sur un secteur qui est déjà saturé de frelons. Nous, dans la Somme, le secteur n'est pas encore saturé de frelons. Donc, on préfère, nous, faire du piégeage, notamment aux abords de nos ruches. Une solution au résultat incertain, mais qui tente de répondre aux inquiétudes de la population. Un peu isolée dans sa démarche pour l'instant, la commune aimerait que d'autres se mobilisent aussi. Si vous constatez un nid à votre domicile, n'intervenez pas. Signalez-le à votre mairie qui contactera un professionnel agréé. Et quand on sait qu'un nid peut contenir jusqu'à 2000 individus, il vaut mieux être prudent. Décidément, après les frelons, les bactéries, les commerçants de la commune de Brides-les-Bains tirent la sonnette d'alarme. Une bactérie empêche la réouverture des thermes de la ville. Un manque d'activité qui a des conséquences redoutables sur leur chiffre d'affaires, vous vous en doutez. Ils se sont regroupés en collectif pour tenter de faire face. Mais la situation reste critique. Regardez ce reportage de Clémence Roualdès de 8 Mont-Blanc, notre partenaire. Du boulot, les commerçants de Brides-les-Bains aimeraient en avoir plus. Depuis près de 2 mois, les thermes de la ville sont en grande partie fermés à cause d'une bactérie détectée dans un des réservoirs de la cure. Conséquence, les 2/3 des curistes sont absents et les commerçants subissent de plein fouet le manque d'activité. Nous avons besoin d'avoir du monde pour tourner. De toute façon, les commerces tournent avec du monde et étant donné que là, les cures sont fermées, nous perdons jusqu'à 600, 800 personnes par jour. Voilà, quoi. Et c'est les 2/3 des ventes qui sont en chute libre. On a 2/3 de perte, quoi. 4 hôtels de la commune ont déjà fermé. À l'Altis Valvert, seulement 7 employés sur 15 sont présents. Une situation qui afflige la gérante. 50% des employés n'ont pas pu intégrer l'établissement depuis le mois de mai. Et ceux qui sont là sont en chômage partiel, donc avec des baisses de salaire conséquentes, malheureusement pour eux aussi. On avait une belle activité et d'un coup tout s'est arrêté. Pour faire face tant bien que mal, les commerçants se sont rassemblés en collectif. Principale demande, une date fixe d'ouverture ou de fermeture des thermes qui est chaque semaine reportée. Aujourd'hui, il faut savoir où on va. Donc on demande une date ou tout simplement de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre une solution drastique à un moment et nous donner une réponse, quoi. Ils ne nous donnent pas de réponse aujourd'hui. Vous savez, la meilleure des chances, il est évident pour nous, c'est que ça ouvre. Ça c'est clair, tout le monde l'attend et que ça ouvre rapidement. La deuxième solution, c'est que ça ferme. C'est pas génial. Ça c'est sûr que c'est à la limite de la catastrophe. Mais on a des solutions pour rebondir, quoi. Et la pire des solutions, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'indécision. Et devant cette indécision, on est tous complètement paumés. Les clients sont paumés, les employés le sont, les entreprises le sont, les banques le sont. 200 emplois ont déjà été impactés. Tous espèrent que la situation sera bientôt réglée et que l'activité de la ville reprendra son cours. Voilà, elle va vous manipuler dans un camion de pompiers. Ostéopathe Alison reçoit ses patients devant la mairie de Mortagne dans un ancien camion de sapeurs-pompiers transformé en ostéobus. Habituellement, elle exerce dans son cabinet à Saint-Dié-des-Vosges avec son collègue à l'origine de cette idée. Le bus sillonne chaque semaine les alentours, un moyen original et efficace de lutter contre la désertification médicale. Un reportage de Via Vosges, notre partenaire sur place. Ça va peut-être être restreint dans l'espace qu'il va y avoir. Une camionnette en guise de cabinet, c'est ici qu'Alison reçoit depuis quelques temps déjà ses patients le mardi matin devant la mairie de Mortagne. Habituellement, cette jeune ostéopathe exerce dans son cabinet à Saint-Dié-des-Vosges avec son collègue Adrien Spectry à l'origine de cet ostéobus.
Ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir le premier ostéo, donc ça c'est bien, les gens sont contents. Et on voit aussi des gens qu'on ne verrait pas forcément au cabinet. Donc souvent on nous dit ça, hein. C'est vrai que là du coup vous venez à 2 pas de chez nous, donc on se déplace jusqu'à vous. On ne serait pas forcément venu jusqu'à Saint-Dié pour vous voir. Donc voilà, c'est juste donner cette chance-là aux gens d'avoir accès aux soins. Alors au niveau de la cheville gauche... Un moyen de lutter contre la désertification médicale, tout bénéfice pour Christiane par exemple, qui a ainsi évité 1 heure de route aller-retour pour se rendre à Saint-Dié ou Épinal. Bonne fin de journée. Merci également. Au revoir. Oui, on est obligé de se déplacer, l'aller-retour, alors que là, c'est sur place. J'ai l'habitude d'aller chez l'ostéopathe et là, il vient à domicile, donc c'est super. On ne peut pas demander mieux. Coût d'une séance de 45 minutes à 1 heure dans l'ostéobus, 60 € contre 53 en cabinet, mais avec le même niveau de confort dans cet ancien camion de sapeurs-pompiers. Voilà, on a le chauffage, on a l'électricité qui est directement... Après, au camion, pas besoin d'être relié à l'électricité directement. Donc on a la table, on a tout ce qu'il faut, on a les draps d'examen, on a voilà, tout le nécessaire comme dans un cabinet, sauf que l'espace est un peu plus restreint, mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Chaque semaine, l'ostéobus sillonne la Déodacie et s'arrête à Saint-Benoît-la-Chipote, Sainte-Marie-aux-Mines, Gerbépal, Celles-sur-Plaine et donc Mortagne. Une initiative encore rare en France, mais qui existe à l'étranger, notamment en Pologne. Voilà, on poursuit ce JT des territoires dans un instant avec les unes de la presse quotidienne régionale et une revue de l'actualité. À tout de suite. Nous démarrons avec Libération Champagne, même s'il fait très chaud. Chaud devant d'ailleurs. Chaud devant, la vague de chaleur arrive sur la France. Canicule sans précédent de par sa précocité pour un mois de juin. Et ce depuis 1947. Les températures pourraient dépasser dans la semaine les 40 degrés. Cette vague de chaleur exceptionnelle venant du Maghreb et d'Espagne ravive le souvenir de la canicule de 2003 qui avait provoqué la mort de 15 000 personnes, en grande majorité des personnes âgées. L'alerte canicule niveau orange a été déclenchée pour Paris et ses départements limitrophes. Le jour le plus chaud se situera entre jeudi et vendredi. Et les Françaises sont en quart de finale, Saveria, le rêve continue. Et c'est dans la voie du Nord. Elles l'ont fait au bout de la nuit. La France écarte le Brésil. L'équipe de France féminine a dû attendre la prolongation pour s'imposer contre le Brésil 2-1 ce dimanche au Stade Océane du Havre. Les Bleus sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles retrouveront l'Espagne ou les États-Unis le 28 juin prochain au Parc des Princes. Et à la une de l'Écho républicain, l'Écho de la Haute-Vienne, la privatisation de l'aéroport de Paris. Privatisation d'ADP, à vous de choisir. Le site recueillant les signatures en faveur de l'organisation d'un référendum est ouvert au dernier compteur. 300 000 signatures ont été recueillies. Le groupe dégage aujourd'hui 610 millions de bénéfices. C'est donc à vous de choisir pour ou contre cette privatisation. Pour rappel, il faut 4 700 000 signatures pour enclencher le référendum, c'est-à-dire 17 000 signatures par jour pendant 9 mois. L'Écho républicain, dont la rédaction est dirigée par Éric Moine. Voilà, à la une de la presse de la Manche, c'est une question. Faut-il augmenter nos maires? Une question récurrente. Alors que le gouvernement prépare une loi sur le statut de l'élu, l'Association des petites villes de France demande une augmentation des élus dans les petites communes. Objectif, attirer des candidatures en vue des élections municipales. Certaines communes courent le risque de se retrouver sans candidat. Pour rappel, les indemnités d'un maire dans les communes de moins de 3 500 habitants sont plafonnées à 1 672 € brut par mois. Et chez la maire Pourcel, il s'est passé des choses ce week-end. C'est à la une du Télégramme. Grosse émotion à Dinan. Un incendie a ravagé l'emblématique restaurant La Mère Pourcel, le bâtiment du XVe siècle classé aux monuments historiques. L'un des plus anciens de la cité médiévale des Côtes-d'Armor a été ravagé par un incendie à 4 h du matin. L'origine du sinistre est indéterminée. Le maire de la ville, Didier Léchien, parle d'une perte considérable pour le patrimoine de la ville. Merci Saveria, on vous retrouve pour l'actualité sénatoriale en fin d'édition. À tout à l'heure, on poursuit avec Sébastien Fournier et Cyril Péter, le club de la presse dans un instant. Bonjour Sébastien Fournier, vous dirigez la rédaction d'Objectif Métropole de France. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Et bonjour Cyril Péter, vous travaillez pour Le Parisien, notamment le supplément Écho dirigé par Jean-Louis Picot. Bonjour. Voilà, on va regarder avec vous, Sébastien Fournier, ce que l'agriculture urbaine amène à la ville. C'est pas que pour les bobos, hein. Vous allez expliquer qu'au contraire, ça a une grande utilité. On va commencer avec vous d'ailleurs. Quelle que soit la forme de jardin partagé au pied des immeubles ou sur les toits,
ce sont maintenant l'apanage, au fond, des nouveaux programmes immobiliers. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question qui se pose. L'étalement urbain, on en parle beaucoup. Il faut savoir qu'il y a l'équivalent de la surface agricole d'un département qui disparaît tous les 6 ans. Donc c'est quand même, c'est beaucoup. Là, il y a une prise de conscience qui s'opère aujourd'hui. Les territoires urbains, notamment les grands territoires urbains, aujourd'hui intègrent cette question-là, tentent au maximum de limiter la casse, rachètent des terres d'ailleurs. Il faut savoir d'ailleurs que ces terres, des terres qui sont rendues constructibles voient leur valeur multipliée par 55. C'est énorme. Donc du coup, il y a un véritable enjeu économique derrière tout cela. Mais alors donc, la prise de conscience qui s'opère à travers l'agriculture urbaine, c'est quoi? C'est 3 choses. Alors certains territoires visent l'autosuffisance alimentaire. C'est peut-être fabriquer ce qu'on mange. Exactement, fabriquer ce qu'on mange. C'est légumes, voilà, c'est salade, fabriquer c'est ce qu'on mange, mais surtout ce que veut faire un Hidalgo par exemple à Paris, recréer la ceinture maraîchère, produire local, favoriser les circuits courts. Enfin, au moment où on parle quand même de la pollution grandissante dans les villes, on voit d'ailleurs à Paris, il suffit de taper sur Paris, tous les jours, et en gros, il y a un problème. Cultiver comme ça, j'allais dire des légumes, on voit la photo d'ailleurs derrière vous, en plein Paris, au milieu de la pollution, franchement, c'est problématique ou pas? Ah, ça peut l'être. Ça peut l'être, c'est certain. D'accord. Oui, ça peut l'être. Mais il y a aussi des bonnes choses. La végétalisation, ça peut être aussi une bonne chose en cette période de canicule, pour faire baisser les températures. Alors c'est autre chose, on ne parle plus de la même chose, c'est plus de l'alimentaire. Les exemples sont nombreux. Regardez à Grenoble, il y a 90 Une des villes les plus polluées. Une des villes les plus polluées, absolument. Parce qu'elle est dans une cuvette. Exactement. 90 dirigée îlots. par ma mère écologiste. Écologiste, absolument, Eric Piolle. 90 îlots aujourd'hui de fraîcheur ont été installés dans la ville. C'est quoi? Ce sont des arbres qui se sont plantés. À Lyon, c'est exactement la même chose qui se fait. Rue Garibaldi, en plein cœur de la ville. Vous dites on compte arbres. 500 projets alimentaires territoriaux. Voilà. Alors pour revenir à 500 projets alimentaires territoriaux. Alors on revient là sur la dimension alimentaire. Il s'agit de coopération que tentent les élus entre urbains et rural pour faire travailler les producteurs locaux, les agriculteurs locaux, faire en sorte que dans les cantines scolaires on mange des produits locaux. Ça se fait de plus en plus à Nantes avec le Pays de Rennes, notamment Johanna Roland, la maire de Nantes, qui tente ces coopérations. Alors, il faut bien regarder les choses objectivement. L'autosuffisance, on en est très très loin. Bordeaux a un peu quantifié les choses. 7 jours d'autosuffisance par an. Donc on est quand même très loin de pouvoir nourrir toutes les âmes urbaines grâce à l'agriculture urbaine. C'est pour demain qu'on va voir ces immeubles ruisselants de plantes, de végétaux. Ça y est? La végétalisation a demain commencé. matin Les murs végétaux, en effet, qui font baisser aussi la température. On le sait. C'est 1, 2, voire 3 degrés. Ce n'est pas rien. Que devient dans cette affaire ceux qui travaillent à cela, c'est-à-dire parce qu'il faut un peu être des spécialistes, non? On s'improvise pas agriculteur urbain. Non, ce sont les agriculteurs déjà. Ils vivent pas en ville. Non, c'est les convaincre. Alors, d'abord, ce sont des programmes. Non, mais c'est vrai. D'abord, ce sont des programmes qui sont mis en place et à travers, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, les schémas de cohérence au niveau de l'urbanisme. Conserver des terres, vous savez, c'est extrêmement compliqué de conserver des terres. C'est pas simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque une terre est rendue accessible, pour la promotion immobilière, son prix est multiplié par 55. Je l'ai dit tout à l'heure. Et les architectes, donc pas simple de les conserver. Les architectes. Les architectes jouent le jeu. Enfin, les architectes, ils font ce qu'on leur demande d'une certaine façon, mais ils jouent le jeu, oui. En intégrant ce type aujourd'hui, parce qu'en plus, il y a des normes aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte. Il y a des lois pour en effet faire en sorte que l'on puisse lutter efficacement bientôt contre des incitations fiscales. Et avec des incitations fiscales, absolument. Sébastien Fournier, Objectif Métropole de France. La une, c'est un avion qui décolle, aéroport, carte maîtresse des territoires, notamment avec ces affaires dont on entend beaucoup parler en ce moment, aéroport de Paris aussi. Et le prochain numéro qui sort là à la fin de la semaine, consacré donc à l'agriculture urbaine, avec une interview de Jean-Michel Blanquer sur un tout autre sujet. Merci beaucoup, Sébastien Fournier, Objectif Métropole de France. Alors, on passe de la qualité de ce qu'on peut manger en ville
bientôt, puisqu'on aura des potagers un peu partout, à la qualité de la vie au travail avec vous ce matin, Cyril Peter. C'est la une du supplément éco du Parisien d'aujourd'hui en France. Alors, vous décrivez des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les patrons de ressources humaines, de recréer de la qualité de vie au travail. Ce qui m'a intéressé dans cette longue enquête que vous avez faite, c'est qu'il y a au fond des conseillers pour les DRH, les directeurs de ressources humaines, qui viennent leur apprendre à mieux exercer leur métier. Des conseillers de ceux qui, en théorie, doivent rendre le bien-être au travail. Parce que les DRH se remettent en question. Les salariés sont de plus exigeants en termes de bien-être au travail. Du coup, le DRH... Ils n'ont pas été formés comme il fallait, les DRH traditionnels. On va dire que les DRH, au départ, c'était surtout une fonction très administrative pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit à petit, il a fallu comprendre les carrières, les évolutions de carrière pour développer les salariés au sein de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, récemment, avec cette demande d'aménager les horaires, le télétravail, etc., le DRH, on va dire, s'intéresse de plus en plus à cette dimension du bien-être. Donc il doit être formé. Formé, après ça dépend aussi de la volonté de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille a vraiment envie que ses salariés soient bien pour être performants? Parce que c'est ça aussi le cœur du problème, c'est que ceux qui croient au bien-être et qui ne pensent pas au bien-être juste pour faire du marketing, c'est qu'ils pensent vraiment que allier bien-être et performance, c'est possible. Alors, les études qui le montrent. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, Cyril Peter, moi j'ai retenu des exemples formidables. Alors, notamment, ça m'intéresse, moi, pour le matin, une bulle pour faire la sieste. Oui, extraordinaire. Alors, c'est un kit, ça coûte 3 000 €, c'est cher. Qu'on amène dans l'entreprise, au fond. Alors, il conseille de ne pas les mettre à côté des toilettes ou pas les mettre à côté du distributeur de boissons. Un endroit calme, évidemment, alors, on s'enferme dans une bulle. Alors, il y a un matelas, il y a une petite luminosité je crois, qui fait du bien, qu'on peut regarder pour s'endormir. Une petite plante, et on amène tout ça dans l'entreprise et on peut faire la sieste. Différentes entreprises, en fait, ont senti le bon filon. Et propose à des entreprises qui ont les moyens aussi, il faut le dire, c'est essentiellement des grands groupes. Alors j'ai vu que Total, Renault, Iliad, le groupe de téléphonie de Xavier Niel. Donc oui, il y a vraiment un virage qui est opéré et différentes entreprises proposent des services. Ça peut être tout simplement aussi proposer des cours de yoga, d'ostéopathe, des cours de boxe autour du sport. Ça, c'est bien. Entre midi et 2, par exemple. Ça, c'est formidable. Le coworking, et l'open space aussi, les deux choses, ça favorise cette relation où ça peut tendre les rapports. Là, il y a débat en fait. Je pose la question parce qu'il y a un papier intéressant là-dessus, sur ces open space. Justement, il y a débat. Est-ce que le fait d'entendre mon voisin que je n'entendais pas auparavant, qui est à 10 mètres de moi en train de téléphoner et qui a une voix qui porte, ça me dérange. Vraiment, là, c'est vraiment, ça dépend des gens. Mais on a vu que c'était aussi source de stress, les open space. Parce que pour certaines personnes qui se sentent... Certaines personnes, justement, n'ont pas l'habitude parce qu'après, c'est de travailler dans le bruit. Absolument, aussi de la psychologie qui rentre en ligne de compte et qui ont beaucoup de mal à travailler, ont le sentiment d'être observés, le sentiment de ne pas être suffisamment à la hauteur dans le travail qu'ils font. Cyril Peter, est-ce que c'est pas au fond réservé à quelques entreprises qui ont des moyens de faire ces expérimentations et en gros la grande majorité des entreprises qui déjà ont du mal, on le sait, notamment les PME, à boucler les fins de mois, etc. Est-ce que c'est pas réservé à une forme d'élite ? À en croire les personnes que j'ai interrogées, spécialistes de ce domaine, j'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les ergonomes, qui s'intéressent à l'amélioration des conditions les ergonomes, absolument, il y a un travail, là-dessus. Performance et bien-être. Voilà, ils interviennent dans des TPE, PME, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ont un DRH qui est déjà un vrai couteau suisse et qui... oui, vous dites DRH, le nouveau couteau suisse. Oui, parce qu'il est obligé de tout faire. De tout faire, surtout dans une TPE-PME. Et donc, ces petites entreprises vont faire appel à un intervenant externe, un ergonome, pour justement vérifier que la chaîne de production correspond bien, ne menace pas la santé des travailleurs. Très bien. Alors, il y a aussi une interview très intéressante de Stanislas Niox-Château, qui est directeur général de Doctolib. Alors, moi, je croyais que Doctolib, c'était... une consultation par Internet, une demande particulière, etc. Et je me rends compte qu'au fond, c'est une société qui vend des services aux médecins eux-mêmes. Alors, c'est vrai que nous, patients, on connaît l'application gratuite de prise de rendez-vous avec son médecin généraliste, son ostéopathe, etc. Qui marche bien d'ailleurs. Oui, 85 000 praticiens sont abonnés, 125 € par mois. C'est le business model de Doctolib. Mais de plus en plus, en fait, ils se diversifient
notamment via la téléconsultation. Ils ont une armée de développeurs. 23 Paris... millions d'euros d'investissement en 2019. 23 millions d'euros. Vu la levée de fonds qu'ils ont réalisée, 185 millions d'euros, ils ont de quoi investir dans la recherche. Et ils fournissent alors clé en main des logiciels aux médecins. Voilà, c'est ça. Pour organiser leur vie. C'est pour faciliter leur quotidien en misant sur le numérique. Voilà. Et alors, est-ce que vous prédisez quoi, un gros succès pour cette nouvelle organisation? Doctolib est vraiment bien parti en fait. C'est le mastodonte de l'e-santé qui a récemment français bien sûr. Non, il faut le rappeler. Non, c'est vrai, français, qui vient de s'implanter en Allemagne, qui vise une quinzaine de pays, mais avant de vouloir s'exporter à tout va, veut vraiment dominer le marché français. Ça passe en rachetant des concurrents, Mon Docteur. Ça passe en réalisant de grosses levées de fonds pour investir. Et il prévoit de recruter des centaines et des centaines de personnes. Donc oui, c'est une boîte d'avenir qui va forcément peser dans notre quotidien. Il y en a souvent dans cette édition Écho du Parisien, chaque lundi, fort bien faite. Merci d'être venu nous en parler. Cyril Péter, vous travaillez pour Supplément Écho du Parisien, dirigé par Jean-Louis Picot. Donc la qualité de vie au travail, c'est leur métier. Ce sont ces DRH qui sont devenus les couteaux suisses de l'entreprise. Et puis cette interview du directeur général de Doctolib, qui veut créer des cabinets et des hôpitaux demain dans la nouvelle manière de se soigner. Puis vous, Sébastien Fournier, c'est l'agriculture urbaine. C'est au-delà de l'anecdotique. On y vient vraiment. Merci. Et c'est dans Objectif Métropole de France. Merci, messieurs. Tout de suite, on va regarder la météo. Pas de surprise, la canicule arrive dans beaucoup de départements. Regardez attentivement cette carte. Et puis, protégez-vous comme vous le pourrez. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, qui est notre invité en direct sur ce plateau. Avant cela, nous partons pour le reste du monde grâce au Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde. On va se rendre en Turquie, à Istanbul, avec la victoire du candidat d'opposition au municipal, au président Erdogan. Et puis nous partons au Canada avec la conférence Women Deliver sur le droit des femmes. On se retrouve après avec l'invité politique Marc Fesneau. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est peut-être un tournant dans la vie politique turque. Erdogan et son parti, l'AKP, ont perdu leur pari. Ils visaient la reconquête d'Istanbul. Stéphane Leroyer. Bien plus que le message des urnes, c'est sans aucun doute cette image qui restera. Istanbul en liesse, comme rarement depuis ces dernières années. Des dizaines de milliers de personnes autour du nouveau maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, réélu au cours d'une deuxième élection municipale ce dimanche. Nous allons construire la démocratie et la justice dans cette ville. J'ai foi en notre peuple. Je crois aussi que les gens ont foi en la démocratie. Je remercie notre président Tayyip Erdogan et mon rival qui m'ont félicité. En jaune, l'équipe femme du Vatican, reçue par les Autrichiennes du Maria Hilf de Vienne, avec sous certains de leurs maillots noirs, un message qui n'aura pas été du goût de leurs adversaires. Les messages politiques ou autres ne devraient pas avoir leur place dans le sport. Les joueuses du Saint-Siège ont immédiatement quitté le terrain et le match a été annulé. Juste au moment des hymnes, certaines joueuses de Vienne ont dévoilé des messages pro-choix et pro-IVG peints sur leur corps. Avoir accès à des moyens contraceptifs
contraceptifs, avorter légalement et en toute sécurité, se protéger des violences sexuelles. Ces questions ont été au centre des débats de la conférence Women Deliver à Vancouver. En Afrique francophone, le Burkina Faso est l'un des pays qui a enregistré des progrès notables en la matière, en adoptant notamment en 2015 une loi qui autorise l'avortement en cas de viol, d'inceste ou si la santé de la mère ou du fœtus est en danger. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'autonomisation de la femme sans parler du droit à la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tant que la femme ne va pas pouvoir maîtriser son taux de fécondité, elle ne sera pas plus active. Une extraordinaire rencontre entre filles et garçons, de milieux totalement différents, avec une culture commune qui est la langue française. Avec des pom-pom girls avant les matchs, les organisateurs des Jeux internationaux de la jeunesse ont parié sur le sourire pour cette édition libanaise avec de jeunes athlètes des 5 continents. Ça permet de se rapprocher et de créer vraiment une amitié. C'est à ce moment-là qu'on développe toutes les valeurs importantes, donc comme le fair play.